Connaissez-vous vraiment la Moldavie, ce petit pays souvent cité parmi les plus pauvres d'Europe, coincé entre la Roumanie et l'Ukraine, loin des cartes postales, loin des grands discours, loin des lumières de Paris que l'on voit dans les films? Sa capitale, Chisinau, apparaît parfois dans les reportages, mais dans les villages du Nord, en hiver, la réalité est tout autre. Là-bas, l'eau gèle parfois dans les tuyaux, la buée de la respiration devient blanche à l'intérieur même des maisons, et le silence de la neige semble avaler les rêves avant même qu'ils aient le temps de naître. Dans l'une de ces petites maisons, vivait une jeune fille nommée Elena Moraru. Le jour où elle reçut son premier vrai salaire d'une entreprise française installée en Moldavie, elle rentra chez elle en serrant une enveloppe blanche contre sa poitrine. Elle ne disait rien. Elle avait les joues rouges de froid, les doigts abîmés par des années de travail, mais dans ses yeux brûlait une lumière que sa mère n'avait jamais vue. Sur la vieille table en bois, l'enveloppe fut ouverte presque machinalement par sa mère, Maria. Au début, elle pensa qu'il s'agissait d'un papier administratif, d'une facture, peut-être d'un document sans importance. Puis elle vit le montant. Elle compta une fois, puis deux, puis trois. Ses doigts s'arrêtèrent net. 2300 €. Elena, c'est vraiment ton salaire. Dans cette maison, le revenu mensuel ne dépassait parfois pas 150 €, où les coupures d'électricité forçaient la mère et la fille à dîner à la bougie, où l'on gardait les vêtements d'hiver même pour dormir, cette somme paraissait irréelle. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une preuve. Une preuve que les nuits passées à apprendre le français seule, dans le froid, devant un vieil ordinateur presque cassé, n'avaient pas été inutiles. Maria resta immobile un long moment. Puis, sans un mot, elle serra l'enveloppe contre elle et prit sa fille dans ses bras. Elle ne pleurait pas bruyamment. Chez les gens qui ont trop souffert, les larmes ne font pas de bruit. Elles tombent à l'intérieur. Mais pourquoi Elena avait-elle appris le français? Pourquoi cette langue, si lointaine, si inutile en apparence dans un village où l'on manquait même de bois pour se chauffer, allait-elle changer le destin de toute une famille? Prenez quelques minutes pour écouter cette histoire, car elle ne parle pas seulement d'une jeune étrangère qui découvre la France. Elle parle de ce que la France représente encore, parfois malgré elle, dans le cœur de ceux qui la regardent de loin. Dans le nord de la Moldavie, lorsque l'hiver arrivait, le village d'Elena semblait disparaître sous la neige. Les chemins devenaient blancs, les maisons se fermaient, les voix se faisaient rares. Le matin, des fleurs de glace couvraient l'intérieur des fenêtres. Le seul endroit chaud de la maison était près du vieux poêle, lorsqu'il restait encore du bois. Elena naquit dans cette maison basse, au toit fatigué, dans une famille qui n'avait jamais connu l'abondance mais qui, pendant quelques années, avait encore connu la paix. Son père, Ion, travaillait quand il trouvait du travail. Sa mère faisait des journées dans des fermes, dans des cuisines, parfois chez des voisins plus aisés. Ils vivaient modestement, mais ils vivaient ensemble. Puis, l'hiver de ses 10 ans, l'air de la maison changea. Son père tomba malade. D'abord une toux, puis de la fièvre, puis cette faiblesse terrible qui transforme un homme robuste en ombre sous une couverture. Maria courait d'un voisin à l'autre pour demander conseil. Mais les médicaments coûtaient trop cher. Le transport jusqu'à la ville coûtait trop cher. Même l'espoir semblait avoir un prix. Un soir, Maria murmura, les lèvres tremblantes. « Pardonne-moi, nous n'avons même pas de quoi acheter les bons médicaments. » Elena tenait la main maigre de son père sous la couverture. Elle essayait de sourire. « Papa, au printemps, on ira dans la forêt, tu te souviens? Tu me l'as promis. » Ion ouvrit les yeux avec difficulté. Il voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. Dans la nuit, alors que le feu mourait dans le poêle, sa respiration devint plus lente. Puis elle s'arrêta, doucement, comme si le froid l'avait emportée. « Papa, papa, tu m'entends ?» Elle appela. Elle pleura. Rien ne revint. Maria, elle, ne s'effondra pas. Pas tout de suite. Elle arrangea la couverture, recouvrit le visage de son mari, puis dit d'une voix basse. « On pleurera plus tard. Maintenant, il faut penser à survivre. » Sur le chemin du retour après l'enterrement, Elena n'entendait que le bruit de ses pas dans la neige. Sa mère marchait à côté d'elle, le visage fermé. Puis elle dit, « Elena, tu ne peux plus être une enfant. À partir d'aujourd'hui, nous protégeons cette maison toutes les deux. » À 15 ans, Elena quitta l'école. Pas parce qu'elle n'aimait pas apprendre. Au contraire. Elle aimait les livres, les mots, les cahiers propres, les cartes du monde. Mais les rêves ne remplissent pas une marmite. Elle commença à laver la vaisselle dans une cantine de la ville voisine. L'eau était froide, les journées longues, les mains toujours rouges. En hiver, ses doigts se fendaient jusqu'au sang. Une collègue plus âgée lui demanda un jour. « Ça ne te fait pas mal? » Elena sourit. « Si, ça fait mal. Mais si je m'arrête, j'aurai encore plus froid. » Son salaire était minuscule. À peine de quoi aider sa mère à acheter du pain, un peu d'huile, parfois du bois. Les soirs de coupure d'électricité, elle mangeait une soupe claire à la lumière d'une bougie. Maria regardait parfois le mur sans parler, puis murmurait. Pourquoi Dieu l'a-t-il emmenée si tôt? Elena serrait les mains sur ses genoux. Je vais le remplacer. Je vais te protéger, maman. Je vais protéger cette maison.
Elle ne pleurait plus. Cette phrase était devenue pour elle une petite flamme dans une nuit trop longue. Un soir, après le travail, Elena rentra avec ses doigts enveloppés dans un bout d'écharpe. En poussant la porte, elle trouva sa mère près du poêle. Le feu était presque éteint. L'air de la pièce était si froid que leur souffle blanchissait. Aujourd'hui encore, ils m'ont renvoyé de la ferme à midi, dit Maria. Ils disent qu'ils ne peuvent plus garder autant de monde. Le temps où l'on travaillait autant qu'on voulait pour gagner un peu est terminé. Elena hocha la tête en silence. Puis elle alluma la vieille télévision. Derrière la neige de l'écran apparurent des images colorées, des rues lumineuses, des voix inconnues. C'était un feuilleton français diffusé tard le soir sur une chaîne étrangère. Elle ne comprenait presque rien. Un enfant courait vers sa mère et disait « Maman, tu es rentrée ». Puis une voix douce répondit quelque chose qu'Elena ne comprit pas, mais qui lui réchauffa étrangement la poitrine. « J'aime ces mots », murmura-t-elle. « Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne sont pas froids. » Maria tourna lentement la tête. « Elena, à quoi ça sert d'apprendre le français? Cette langue ne t'achètera pas du pain. Elle ne nous donnera pas du bois. Elle ne réparera pas le toit. Je sais mais... » Elena inspira profondément. « Je sais que nous ne pouvons pas quitter ce village. Nous n'avons pas d'argent pour un passeport. Parfois, nous n'avons même pas de quoi payer le bus jusqu'à la ville. Mais j'ai peur de passer ma vie ici sans rien connaître du monde. J'ai peur de respirer seulement pour survivre. » Maria resta silencieuse. Ses mains se crispèrent sur le tissu qu'elle raccommodait. On peut vivre sans voir le monde. Oui, maman. Mais vivre sans rien savoir, sans rien chercher, sans jamais essayer, c'est comme être déjà morte à moitié. Après un long silence, Maria souffla. Tu ressembles de plus en plus à ton père. Têtu. Incapable d'abandonner. Quelques jours plus tard, une ancienne institutrice du village, Madame Dobre, apporta chez elle un vieux ordinateur portable trouvé dans un débarras. L'écran est fissuré, la batterie ne tient presque plus, et il peut mourir n'importe quand. Mais tant qu'il fonctionne, utilise-le. Elena le prit avec les deux mains comme on reçoit un trésor. Les soirs où l'électricité revenait, elle le posait sur la table, ouvrait des sites gratuits pour apprendre le français, et écrivait dans un cahier des mots maladroits. Je, tu, maison, pain, courage, demain. Un soir, elle tapa lentement sur le clavier. Je ne veux pas finir ici. Sa mère la regardait tout en cousant. Rêver est ton droit, Elena. Mais j'ai peur de te voir souffrir. Dans sa voix, il y avait de la fatigue, de la peur, et une prière minuscule qu'elle n'osait pas formuler. Les jours continuaient. Avant l'aube, Elena partait travailler. Son souffle blanc montait devant son visage. À chaque pas sur la route gelée, la neige craquait. Derrière la cantine, les piles d'assiettes l'attendaient déjà. « Bonjour, Elena. Tes doigts se sont encore ouverts, non ?» demanda la vieille cuisinière. « Ce n'est rien. Rien que d'avoir de l'eau tiède, je suis reconnaissante. » Après le service du midi, avant celui du soir, elle ne sentait presque plus ses mains. Pourtant, en rentrant, ses pas devenaient plus légers. Son cahier de français l'attendait. C'était le seul moment de la journée qui y appartenait vraiment. Mais un soir, la maison était plongée dans le noir. L'électricité avait été coupée pour retard de paiement. Maria, enveloppée dans une couverture, soupira. Encore coupée. Il ne reste presque plus de bois. Et toi, tu veux quand même t'asseoir devant ton cahier? Elena alluma une bougie. Même dans le noir, je peux apprendre. Et j'ai peur que si j'arrête le français, il ne me reste plus rien. Maria avala les mots qu'elle voulait dire. Puis, d'une voix tremblante. Même si tu apprends, tu ne sortiras pas d'ici. Regarde la réalité. Le pain est plus important que les rêves. Elena baissa les yeux. Puis elle fixa la flamme. Maman, toi aussi, tu voudrais savoir ce qu'il y a dehors, n'est-ce pas? Les paysages que papa voulait voir. Les villes qu'il imaginait. Les gens qui vivent autrement. Maria releva brusquement la tête. Elle voulut répondre, mais ses lèvres tremblèrent. Ne parle pas comme ça. Elena sourit doucement et ouvrit son cahier. Malgré ses doigts fendus, elle écrivit en français. Je travaille tous les jours, mais je ne finirai pas ici. Ce soir-là, Maria lui tourna le dos et regarda le feu. Va dormir avant de tomber malade. Tu apprendras plus tard. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas non plus du mépris. C'était la prière faible d'une mère qui avait peur de perdre sa fille après avoir perdu son mari. Au milieu de l'hiver, Elena découvrit une plateforme d'échange linguistique. Des gens du monde entier s'y aidaient à apprendre des langues. Elle hésita longtemps. Puis elle créa un profil en français hésitant et en anglais approximatif. Je vis en Moldavie. Je veux apprendre le français. Je veux avoir des amis. Pendant plusieurs jours, personne ne répondit. Puis, un soir, elle reçut un message vidéo. Bonjour, je m'appelle Julien Moreau. J'habite à Lyon, mais je travaille souvent à Paris. Elena, votre français est encore fragile, mais on sent beaucoup d'efforts. Brr. À cet instant, son cœur bondit. Pour la première fois, quelqu'un avait vu son travail. Pas sa pauvreté.
Pas ses vêtements usés. Pas sa maison froide. Son travail. À partir de là, ils parlèrent une fois par semaine. Julien était patient. Il ne se moquait jamais. Quand Elena se trompait, il corrigeait doucement. Il faut ouvrir un peu plus la bouche pour ce son. Voilà. Maintenant, recommence. Très bien. Tu vois, tu progresses. Elena rougissait devant l'écran et répétait avec acharnement. Sa mère, inquiète, demanda un soir. Tu ne vas pas te faire tromper par un homme que tu ne connais pas? Elena secoua la tête. Non. Il ne me demande rien. Pas d'argent. Pas de faveur. Il me dit seulement de continuer. Parfois, Julien saluait aussi Maria à travers l'écran. Bonsoir, Madame Moraru. J'espère que vous allez bien malgré le froid. Votre fille travaille énormément. Vous pouvez être fière. Maria ne savait pas quoi répondre. Alors elle inclinait légèrement la tête vers l'écran. Ce soir-là, Elena écrivit 3 mots dans son cahier. Confiance. Amitié. Courage. Dans la lumière froide de l'ordinateur, ces 3 mots semblaient briller comme de petites braises. 2 années passèrent. Le printemps apporta la boue sur les routes. L'été rendit la cuisine étouffante. L'automne colla des échardes aux mains. L'hiver revint avec sa buée blanche et ses assiettes glacées. Malgré tout, le soir, Elena ouvrait son ordinateur et écoutait des phrases françaises encore et encore. Parfois, elle s'endormait sur la table. Le matin, elle trouvait une couverture sur ses épaules. Sa mère l'avait posée sans un mot. Elle ne l'encourageait pas ouvertement. Elle ne disait pas « je crois en toi ». Mais elle ne retirait plus le cahier. Elle ne soufflait plus la bougie. Puis, un jour, Julien lui envoya un long message. « Elena, je viens d'apprendre quelque chose. Une entreprise française qui a une antenne en Moldavie cherche quelqu'un parlant russe, roumain et français pour aider à la communication avec le siège. C'est rare. J'ai pensé à toi immédiatement. Tu devrais postuler. » Le cœur d'Elena se mit à battre violemment. Mais avec l'espoir vint la peur. Et si je suis ridicule? Et si mon français est trop mauvais? Et si des gens comme moi n'ont pas le droit d'entrer dans ce genre de bureau? Toute la nuit, elle resta devant la table sans bouger. Le lendemain matin, elle dit à sa mère. « Je veux essayer. J'ai peur. Mais si je fuis maintenant, je le regretterai toute ma vie. » Maria regarda longtemps le poêle. « Si tu y vas, tu peux être blessé. Tu peux être humilié. Tu peux revenir en pleurant. Tu veux quand même y aller? » « Oui. J'ai peur, mais je veux essayer. » Maria détourna le visage. « Fais comme tu veux. Mais si tu reviens en pleurant, je te prendrai dans mes bras. » Le jour de l'entretien, Elena s'assit devant son vieil ordinateur. De l'autre côté de l'écran, 2 responsables français et un chef de l'antenne moldave l'observaient. « Pourquoi avez-vous appris le français ?» demanda l'un d'eux. Sa voix tremblait. « Parce que j'ai senti que derrière cette langue, il y avait une porte. Une porte vers un endroit où je pouvais peut-être vivre autrement. Le français m'a donné une raison de ne pas abandonner. » Le responsable français sourit doucement. « Votre français n'est pas parfait. Mais vous parlez avec une sincérité rare. Et ça, on ne l'apprend pas dans les livres. » Quelques jours plus tard, une lettre arriva. Elle était embauchée. Salaire de départ, 1800 €, avec possibilité d'augmentation rapide selon les missions. Pour leur maison, c'était une somme presque inconcevable. Elena posa la lettre devant sa mère. Maria la toucha du bout des doigts. « Ma fille, tu l'as vraiment fait. » Ce soir-là, le bois craqua dans le poêle. Ce petit bruit ressemblait à quelque chose qui se brisait doucement, l'ancien destin. Le premier jour de travail dans l'entreprise française de Chinu, Elena poussa la porte avec des mains tremblantes. Les employés levèrent les yeux. « Bonjour. Bienvenue parmi nous. » Elle fut surprise. Dans son ancien travail, personne ne saluait vraiment les plongeuses. On disait seulement « Dépêche-toi ». Ici, on la regardait dans les yeux. Une collègue plus âgée, Claire, lui sourit. Ici, dire bonjour, ce n'est pas une formalité vide. C'est reconnaître que l'autre existe. À midi, quelqu'un lui dit « Bon courage pour la suite ». Elle demanda plus tard « Pourquoi dites-vous bon courage même quand tout va bien ?» Claire réfléchit. Parce qu'en France, même si l'on se plaint beaucoup, on aime aussi reconnaître l'effort. C'est une manière de dire « Je sais que tu portes quelque chose, et je te souhaite de tenir debout. » Je vais être honnête avec vous, beaucoup de Français n'entendent même plus la beauté de ces petites phrases. Bonjour. Merci. Bon courage. Prenez soin de vous. Pour quelqu'un qui vient d'un endroit où chaque journée est une bataille, ces mots ne sont pas des détails. Ce sont des couvertures posées sur les épaules. Un mois plus tard, Elena participa comme interprète à une réunion entre l'équipe moldave et le siège français. Devant la salle, sa gorge devint sèche. Pendant la réunion, un responsable français expliqua rapidement un point technique. Elena chercha ses mots. Elle resta silencieuse quelques secondes. L'air sembla se figer. Après la réunion, son supérieur, M. Laurent, l'appela. « Elena. »
Elle baissa la tête, certaine d'être réprimandée. Mais il dit calmement. Une interprète n'est pas quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur. C'est quelqu'un qui transmet avec honnêteté ce qui doit être compris. N'ayez pas peur de vous tromper. Ayez peur seulement de ne plus essayer. Ces paroles entrèrent profondément en elle. Ce soir-là, elle écrivit à Julien. Aujourd'hui, j'ai failli échouer. Ievoulai disparatre. Mais mon supérieur ne m'a pas écrasé. Il m'a dit que je devais parler avec sincérité. J'ai encore peur, mais je ne veux pas m'arrêter. Continuez à me regarder avancer, jusqu'au jour où je pourrai dire en français, j'y suis arrivé. Un passa. Un soir, au bureau, Monsieur Laurent l'appela. Elena, j'ai parlé de vous au siège à Paris. J'ai parlé de votre travail, de votre sérieux, de votre parcours. Ils aimeraient vous rencontrer. Accepteriez-vous une formation en France? Elena ne répondit pas. Son cœur était brûlant, mais ses doigts devinrent glacés. C'est normal d'avoir peur, continua-t-il. Mais vous avez déjà fait assez d'efforts pour marcher la tête haute. Faites-vous confiance. Le soir même, elle rentra chez elle. Sa mère remuait une soupe dans la cuisine. Maman, ils veulent que j'aille en France. J'ai peur. Mais je veux y aller. Maria cessa de bouger. Pendant un long moment, on n'entendit que le feu. Puis elle dit. Bah. Bien sûr, je serai seule. Bien sûr, je serai triste. Mais je ne t'ai pas élevée pour te garder prisonnière de ce village. Si c'est ton chemin, marche. Le matin du départ, elles allèrent ensemble jusqu'à l'arrêt du bus. La route était gelée. Maria serrait la main de sa fille. Si c'est trop dur, reviens. Mais ne reviens pas seulement parce que tu as peur. La peur, ça voyage avec nous. Le regret, lui, reste toute la vie. Elena inspira. J'y vais. Quand l'avion atterrit à l'aéroport Charles de Gaulle, le monde lui parut immense. Le sol brillant, les panneaux en français, les voyageurs pressés, les annonces, les uniformes, les files organisées, les visages venus partout. La France n'était pas seulement la tour Eiffel des films. C'était un carrefour bruyant, complexe, parfois chaotique, mais vivant. À la sortie, une main s'agita. C'était Julien. Elena. Bienvenue en France. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Cet homme qui, pendant des années, n'avait été qu'une voix dans un écran, se tenait maintenant devant elle. Dans le train vers Paris, elle regardait par la fenêtre. Les immeubles, les voies, les gares, les graffitis, les gens qui lisaient, ceux qui dormaient, ceux qui regardaient leur téléphone. Elle avait imaginé une France parfaite. Elle découvrait une France réelle. Et c'est là, selon moi, que le choc devient intéressant. Les étrangers qui aiment la France ne l'aiment pas toujours pour les raisons que les Français imaginent. Ils ne viennent pas seulement chercher des monuments, du fromage ou des photos romantiques. Ils viennent parfois chercher une preuve, la preuve qu'un pays peut être ancien sans être fermé, critique sans être cruel, imparfait sans être sans cœur. Bien sûr, la France n'est pas un paradis. Les Français se plaignent, les administrations peuvent épuiser même les plus patients, les transports peuvent se bloquer, les débats deviennent parfois violents, et l'accueil n'est pas toujours tendre. Mais lorsqu'un étranger qui a grandi dans le froid social et matériel découvre qu'on peut lui dire « bonjour » dans une mairie, l'aider à retrouver un document, l'orienter dans une gare, lui parler comme à une personne et non comme à un problème, cela peut bouleverser une vie. Une semaine après son arrivée, Elena connut son premier grand choc. À la gare de Lyon, après une journée de formation, elle s'aperçut que son sac avait disparu. À l'intérieur, son passeport, sa carte de séjour, son portefeuille, des documents importants de l'entreprise. Son sang se glaça. Ses jambes refusèrent d'avancer. Julien, voyant son visage, accourut. « Respire. On va au commissariat. Tu n'es pas seul. » Au poste, un policier l'invita à s'asseoir. On lui donna même un verre d'eau. Elena expliqua, la voix tremblante. Il y avait mon passeport, mes papiers, tout. Le policier hocha la tête. D'accord. On va prendre les choses dans l'ordre. Vous avez perdu des documents importants, donc on va déclarer tout ça correctement. Ne vous inquiétez pas, on va faire le nécessaire. Elle s'attendait à être grondée, à être traitée d'imprudente. À entendre, c'est votre faute. Mais personne ne l'écrasa. Alors quelque chose en elle céda. Elle pleura. Pardon, c'est moi qui n'ai pas fait attention. Le policier répondit. Ça arrive. Quand quelqu'un est en difficulté, on commence par l'aider. Après, on tire les leçons. 3 jours plus tard, le commissariat l'appela. Le sac avait été retrouvé. Rien ne manquait. Une personne l'avait déposé sans laisser son nom, après l'avoir trouvé près d'un banc. En sortant avec son sac serré contre elle, Elena regarda le ciel gris de Paris et murmura. Comment un pays aussi bruyant peut-il cacher une douceur aussi silencieuse? Ce soir-là, elle écrivit à sa mère. Maman, la France n'est pas le pays parfait que j'imaginais. Elle est plus compliquée, plus nerveuse, plus fatiguée parfois. Mais elle n'est pas froide. Il y a ici une forme de douceur discrète. Les gens ne parlent pas toujours beaucoup, mais quand il faut tendre la main,
Certains le font sans demander d'applaudissements. Je crois que je veux devenir quelqu'un comme ça. À la fin de sa formation, Julien lui dit. Si un jour tu veux revenir travailler ici, dis-le-moi. Il y aura des gens pour t'aider. Son cœur se réchauffa, mais la culpabilité pesa aussitôt sur elle. Sa mère était seule au village. Pouvait-elle avancer pendant que Maria restait derrière? De retour en Moldavie, le paysage familier l'accueillit. La route, la maison, le poêle, la table, les rideaux usés. Mais Elena n'était plus exactement la même. Un soir, pendant le dîner, elle demanda. Maman, si je voulais vivre en France, est-ce que tu serais triste? Maria posa sa cuillère. Bien sûr que je serais triste. Je suis ta mère. Mais écoute-moi bien. Si tu vas dans un autre pays, si tu tiens debout par tes propres forces, si tu deviens quelqu'un sur qui les autres peuvent compter, alors ma fierté sera plus forte que ma solitude. Elena baissa la tête. Mais j'ai l'impression d'être la seule à être heureuse. Maria Surratt. Non. Voir son enfant ouvrir une route que personne n'avait ouverte avant, c'est aussi une forme de bonheur pour une mère. Cette nuit-là, Elena écrivit sur son ordinateur. Je ne suis plus perdue. Je vais choisir ma propre route. Lorsqu'elle décida de retourner en France, son cœur devint étonnamment calme. Avec l'aide de Julien et de Monsieur Laurent, elle postula au siège parisien comme interprète et coordinatrice pour les équipes d'Europe de l'Est. La réponse arriva au début du printemps, elle était acceptée. Elle donna la lettre à sa mère. Maria la caressa du bout des doigts. Bah, ne te retourne pas par peur. Vis ta vie. Le jour du départ, le vent du village était un peu moins froid que d'habitude. Avant que sa fille monte dans le bus, Maria dit. Mange bien. Appelle-moi quand tu as envie de pleurer. Comme ça, moi aussi, je pourrai continuer à vivre. Elena pleura et rit en même temps. Je t'appellerai. Promis. Lorsque l'avion atterrit de nouveau à Charles de Gaulle, le paysage lui sembla moins étranger. À la sortie, Julien l'attendait. Bon retour. Cette phrase la traversa comme une lumière. Sa nouvelle vie à Paris fut faite de petites surprises. Le bail de son studio, les rayons de supermarché, les boulangeries où l'on disait « bonne journée », les quais de métro où chacun semblait pressé mais savait parfois laisser passer une poussette. Les collègues qui râlaient le matin puis offraient un café l'après-midi. Au bureau, on se disait bonjour tous les jours. Le soir, on disait bon courage, à demain, repose-toi bien. Pour certains, ce n'était que des automatismes. Pour Elena, c'était une culture de la reconnaissance quotidienne. Elle se disait souvent que les Français oubliaient la puissance de leurs propres mots. La France devenait son second foyer. Elle travaillait dans une équipe chargée d'accompagner les talents étrangers. Julien, qui appartenait à ce service, l'avait soutenue depuis ses débuts. Il avait été son professeur de conversation, son ami, son guide, puis peu à peu, quelque chose de plus profond. 3 ans après son installation en France, au printemps, près des quais de Seine, Julien lui tendit une petite bague. « Elena, maintenant que nous sommes dans le même pays, veux-tu marcher avec moi dans la même vie ?» Elle resta sans voix. Les larmes l'empêchaient de répondre. Alors elle hocha simplement la tête. Julien s'inclina légèrement, maladroitement, comme il l'avait vu faire autrefois devant sa mère à travers l'écran. « Merci. » Quand Maria apprit la nouvelle, elle resta silencieuse au téléphone. Puis elle murmura. « Tu vas vraiment te marier loin de moi. » Elena sentit son cœur se serrer. Mais sa mère ajouta. « Si c'est l'homme que tu as choisi, alors je lui fais confiance. » Quelques mois plus tard, Maria vint en France pour la cérémonie. C'était la première fois qu'elle prenait l'avion. À Paris, elle regardait tout avec des yeux immenses. Les immeubles, les ponts, les cafés, les vitrines, les gens qui marchaient vite, les enfants qui riaient dans les parcs. Le jour du mariage, en voyant Elena dans sa robe simple, Maria porta la main à sa bouche. « Tu as été guidée jusqu'à un endroit magnifique. » La cérémonie fut modeste. Quelques amis, des collègues, la famille de Julien, une petite salle, des fleurs claires, du pain frais sur les tables, des voix qui se mélangeaient en français, en roumain et en russe. Maria s'inclinait sans cesse devant les parents de Julien. « Merci de prendre soin de ma fille. » Ainsi, 2 familles séparées par des milliers de kilomètres se rejoignirent doucement. 5 ans après son arrivée en France, Elena et Julien eurent un fils, Nicolas. Il avait 2 ans et parlait encore avec des mots mélangés, mais il savait déjà dire « Maman est rentrée ». Pour Elena, c'était le plus grand trésor du monde. Le matin, dans la petite cuisine, pendant que l'odeur du café montait et que Julien coupait du pain, Elena préparait le petit sac de Nicolas pour la crèche. L'air d'hiver était froid, mais son cœur ne l'était plus. Devant la crèche, Nicolas agitait sa petite main. « Au revoir, maman. » Elle travaillait maintenant à temps aménagé pour aller le chercher le soir. Elle regardait souvent l'heure, courait entre les dossiers, les réunions, les traductions et les appels. Mais parfois, au milieu d'une journée ordinaire, elle s'arrêtait intérieurement. Vivre en France. Travailler en français. Avoir une famille ici. Cette phrase qui, autrefois, semblait folle, était devenue sa réalité.
Le soir, lorsqu'elle allait chercher Nicolas, l'éducatrice lui disait. Il a beaucoup regardé les livres aujourd'hui. Nicolas attrapait son manteau avec ses petites mains, et cette chaleur suffisait à effacer toute la fatigue. Un soir, après avoir couché son fils, Elena regarda son téléphone. Un message de sa mère était arrivé. Est-ce que tu souris vraiment du fond du cœur? Même si tu es loin, si tu souris, alors je suis heureuse. L'écran devint flou. Elena ferma les yeux. Cette mère qui avait autrefois demandé « À quoi sert le français ?» était devenue la personne qui comprenait le mieux sa route. Ce qui avait changé sa vie, ce n'était pas seulement la langue française. C'était la chaleur des gens qui avaient cru en elle à travers cette langue. Et voilà ce que beaucoup de débats oublient. Quand on parle de la France à l'étranger, on parle souvent de politique, de crise, de tension, d'arrogance supposée, de grève, de déclin, de nostalgie. Tout cela existe, bien sûr. Mais il existe aussi une autre France, celle que certains étrangers découvrent avec stupeur, une France où un mot poli peut sauver une journée, où un collègue peut tendre la main, où un inconnu peut rapporter un sac sans rien prendre. Où un professeur bénévole peut changer une vie à travers un écran. Alors oui, la France n'est pas parfaite. Aucun pays ne l'est. Mais pour Elena, la France fut le lieu où sa voix cessa d'être invisible. Le lieu où son effort fut reconnu. Le lieu où une fille de Moldavie, née dans une maison glacée, put devenir interprète, épouse, mère, et surtout, une femme debout. Si vous regardez cette vidéo en ce moment et que vous avez peur de commencer quelque chose, peur d'apprendre une langue, peur de changer de vie, peur d'être ridicule, souvenez-vous de ceci. Le jour où vous commencez est le jour le plus jeune du reste de votre existence. Dans une petite maison française, quelque part près de Paris, une voix d'enfant dit encore chaque soir. Maman est rentrée. Et pour Elena, ces mots sont devenus le feu qu'elle avait toujours cherché. Une seule phrase peut changer une vie. Une rencontre peut ouvrir une porte. Une langue peut devenir un pont. Et parfois, un pays que l'on regardait de très loin devient l'endroit où l'on apprend enfin à respirer. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé votre propre famille, votre propre départ, votre propre combat, alors dites-le en commentaire. Votre témoignage peut devenir la lumière de quelqu'un d'autre. Abonnez-vous, aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui pensent encore que les rêves sont inutiles. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire qui, peut-être, changera votre regard sur la France.